C'est l'heure du journal sur Ados Télévision et voici les titres. Les conflits en Centrafrique, Luanda et N'Djamena au secours de Bangui, les deux pays ont promis renforcer leur contribution au retour à la stabilité en République centrafricaine. Séisme en Turquie et en Syrie, des survivants retrouvés malgré le bilan de plus de 33 000 morts. En Afrique du Sud, le président Ramaphosa déclare l'état de catastrophe face à la crise énergétique. Les coupures de courant récurrentes menacent de mettre à genoux son économie. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Luanda, la capitale de l'Angola, a abrité ce jeudi un sommet tripartite autour de la situation de conflit qui persiste en Centrafrique. Aux côtés du dirigeant angolais Joao Lourenço, ses homologues tchadiens Mahamat Déby Itno et centrafricain Faustin Archange Touadéra. Les deux pays ont promis renforcer leur contribution au retour à la stabilité en République centrafricaine. Pays d'intérêt pour les consultations politiques en matière de paix et de sécurité en Afrique, l'Angola a abrité le 9 février 2023 un sommet tripartite sur la situation en République centrafricaine. Après un entretien à huis clos entre les chefs d'État, l'Angolais Joao Lourenço, le Tchadien Mahamat Idriss Déby et le Centrafricain Faustin Archange Touadéra, il en ressort une volonté commune de mettre en place des stratégies pour rétablir la paix en Centrafrique, fragilisée depuis plusieurs années par des conflits qui affectent aujourd'hui plus de 2,4 millions de personnes. Les consultations ont eu lieu dans un contexte tout à fait fraternel et les trois chefs d'État, après de longs échanges, ont décidé de continuer cette fraternité et de multiplier les efforts en faveur de la paix en Centrafrique. L'idéal de paix qui unit ces États a conduit le Tchad à porter secours à nombre de pays africains, dont la République centrafricaine. Au cours des dernières années, les forces armées tchadiennes se sont déployées pour la stabilisation de la Centrafrique. Le Tchad a également offert l'hospitalité aux réfugiés. Lorsqu'il s'agit d'une situation précise dans l'un des pays frères qui, dans ce cas particulier, était la République centrafricaine, l'Angola qui joue un rôle majeur dans le processus de paix en Afrique, n'hésite pas à apporter son appui. Organisé à la demande du président angolais Joao Lourenço, champion de la paix et de la réconciliation en Afrique, le sommet tripartite a été aussi le lieu pour le président Mahamat Idriss Déby de faire le point sur le processus de transition au Tchad. Il a souligné sa volonté de voir les pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale maintenir l'élan de solidarité à l'endroit du Tchad afin de faire de sa deuxième phase de la transition une réussite. Le Mali, la Guinée et le Burkina, trois pays dirigés par les militaires issus de coups d'État, décident de mutualiser leurs efforts afin d'exiger à la CEDEAO et à l'Union africaine la levée de leurs sanctions. Réunis le 9 février dernier, les ministres des Affaires étrangères de ces pays ont produit un communiqué dans lequel ils appellent les deux institutions à lever les sanctions qui pèsent lourdement sur leur économie et par conséquent sur le quotidien de leur population. Le Burkina Faso, le Mali et la Guinée ont souhaité jeudi la levée de leur suspension de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest et de l'Union africaine, déplorant des sanctions imposées de manière mécanique sans tenir compte des changements politiques. Ils ont indiqué que ces décisions de suspension empêchent la participation de leur pays aux instances statutaires de la CEDEAO et de l'Union africaine, et particulièrement celles traitant des défis majeurs auxquels ils sont les plus concernés, tels que l'insécurité, les questions humanitaires et de développement économique durable. La déclaration lue par la chef de la diplomatie burkinabé ajoute qu'ils appellent à une mise en cohérence des actions au niveau régional. Les points suivants ont été retenus. La facilitation de la fourniture en hydrocarbures et en énergie électrique entre les trois pays. Le développement du commerce et des transports depuis le port de Conakry jusqu'au Burkina Faso en passant par le Mali. L'organisation de l'exploitation minière entre les trois pays. La mobilisation des ressources nécessaires en vue de réaliser le projet de construction du chemin de fer Conakry, Bamako, Ouagadougou.
Le Mali, le Burkina Faso et la Guinée avaient été suspendus de la CEDEAO et de l'Union africaine après les prises de pouvoir successives par des militaires en 2020, 2021 et 2022. Dans l'actualité militaire au Niger, au moins 10 soldats ont péri dans une attaque terroriste perpétrée vendredi près de la frontière avec le Mali. 16 autres étaient toujours portés disparus jusqu'à ce dimanche. Le point dans cet élément. Au moins 10 soldats sont morts dans une embuscade tendue par un groupe de terroristes armés dans le sud-ouest du Niger. Les troupes étaient en patrouille près de la frontière malienne dans le nord du département de Bani Bangou, a indiqué samedi le ministère de la Défense. Le bilan de l'attaque de vendredi pourrait s'alourdir. 16 personnes sont toujours portées disparues et 13 soldats ont été blessés. Le communiqué indique également que plusieurs assaillants ont été tués au cours des combats, mais ne précise pas leur nombre. L'attaque a eu lieu dans la vaste région occidentale du Niger, Tillabéri, qui est à cheval sur le Burkina Faso et le Mali. Ces deux pays sont frappés par l'insurrection djihadiste et subissent des attaques répétées depuis 2017 par des groupes armés liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. La semaine dernière, des assaillants lourdement armés ont pris d'assaut un camp de réfugiés qui ont fui le Mali dans la zone voisine de Taoua. Selon les Nations Unies, plus de 61 000 réfugiés maliens sont hébergés à Taoua et à Tillabéri. Et direction le Somaliland où des affrontements entre des insurgés séparatistes et l'armée ont fait au moins 9 morts samedi. Ces combats interviennent dans un contexte de grave crise politique et suite à la prolongation en novembre dernier du mandat du président Moussa Bihi. On regarde. Les combats entre les membres de l'opposition et le gouvernement au Somaliland ont fait au moins 9 morts samedi. 14 autres personnes blessées ont été enregistrées selon un responsable du gouvernement local, quelques heures après que le Somaliland a appelé un cessez-le-feu inconditionnel. Il s'agissait de la 6e journée d'affrontement dans la région séparatiste somalienne. Le Somaliland s'est séparé de la République fédérale de Somalie en 1991, mais son indépendance n'a pas été reconnue par la communauté internationale. Confronté à une forte opposition à l'Assanod et dans les régions environnantes, le gouvernement du Somaliland voit certains chefs de clan chercher à rejoindre la Somalie fédérale. Ces derniers composent un comité de dirigeants locaux, d'érudits religieux et des groupes de la société civile. Ils ont déclaré la semaine dernière ne plus reconnaître l'administration du Somaliland. Le maire de l'Assanod a déclaré après les affrontements de samedi que les forces du Somaliland avaient bombardé les zones civiles. Pour le ministère de l'Intérieur du Somaliland, les troupes ont agi en état de légitime défense, ce qui ne compromet en rien le cessez-le-feu annoncé vendredi. On en vient au conflit dans l'est de l'Ukraine. La milice privée russe Wagner annonçait ce dimanche la prise d'une nouvelle localité dans les environs de Bakhmut. Mais à quel prix? Selon les renseignements britanniques, ce sont autour de 824 mercenaires jetés sur le front par Moscou qui sont tués chaque jour. Reportage. Le chef du groupe russe de mercenaires Wagner prétend s'approcher de sa cible dans l'est de l'Ukraine. Selon Evgeny Prigojine, ces hommes auraient pris le contrôle de Krasna Hora, une localité à quelques kilomètres au nord de Bakhmut, la ville symbole qu'ils cherchent à conquérir depuis plusieurs mois. L'armée russe tente d'encercler Bakhmut, elle met toutes ses forces dans cette offensive. Elle a déjà réussi à couper plusieurs routes stratégiques pour le ravitaillement des troupes ukrainiennes. D'après les services de renseignement britanniques, cette bataille est extrêmement coûteuse en vie humaine. Moscou subit des pertes inédites depuis 2 semaines. Londres estime que les Russes perdent en moyenne, chaque jour, 824 combattants. La Russie a tiré vendredi une salve de missiles sur l'ensemble du territoire ukrainien. Elle a fait 12 blessés, la plupart à Kharkiv. Les dernières estimations en termes de pertes en vies humaines du séisme qui a frappé le 6 février le sud de la Turquie et le nord de la Syrie se chiffrent actuellement à plus de 33 000 morts. Mais en dépit de ce bilan provisoire particulièrement lourd, des miracles continuent de se produire avec le sauvetage inattendu de survivants. Reportage à Antakya, en Turquie, où une fillette d'1 an a été sortie des décombres.
À Antakya, si des secouristes courent encore plus de 130 heures après le séisme, c'est qu'une preuve de vie a été détectée. Un bébé a été secouru. Les proches des habitants de l'immeuble sont rapidement alertés. Ces sauveteurs ont progressé de longues heures dans un amas de gravats, creusant un tunnel pour tenter d'extraire une famille de 5 personnes, coincée au 2e étage. Pour identifier l'enfant, ce sauveteur montre la vidéo tournée 20 minutes plus tôt. Pour cette tante éplorée, c'est le soulagement. Alliée, sa nièce d'1 an est vivante. Mother and father. Sabit kalın bak, onlara da söyle, kimse ayağını da ayakkabından atmasın. Une attente interminable pour cette famille. Aucun signe de vie n'est détecté. Un hélicoptère les achemine au chevet de la fillette. Les recherches se poursuivront pendant plusieurs heures, interrompues brièvement par une réplique du séisme. Avec une bien triste réalité, la petite Alliée est la seule survivante. À Antakya, les morts se comptent par milliers. Et pour venir en aide aux sinistrés du tremblement de terre dans le nord de la Syrie, des bénévoles égyptiens ont organisé une campagne de collecte de dons. Plus de 90 tonnes de dons ont ainsi pu être mobilisées en faveur des victimes. Des précisions dans cet élément. En Égypte, des bénévoles ont collecté des dons destinés à aider les personnes touchées par les tremblements de terre dévastateurs qui ont frappé la Syrie en début de semaine. Il s'agit notamment de denrées alimentaires essentielles, de couvertures, de vêtements et de lait pour bébés. La collecte de dons au Caire a suscité une forte mobilisation avec la participation active de la population qui souhaitait contribuer à cette action humanitaire. Nous avions prévu de collecter 2 tonnes de dons à envoyer en Syrie. Cela a pris beaucoup plus d'ampleur que prévu. Les quantités ont atteint un volume considérable. 8 conteneurs vont partir par bateau, 12 grands véhicules sont chargés et 3 avions transporteront 20 tonnes chacun. Au total, nous avons collecté 90 tonnes de dons et notre capacité maximale est de 120 tonnes. Les zones sous contrôle rebelle du nord-ouest de la Syrie ont été particulièrement touchées par le tremblement de terre. Et elles dépendent habituellement de l'aide de la Turquie. Mais leur voisin a également été dévasté par la catastrophe sur son propre territoire. Les bénévoles actifs dans la capitale égyptienne, toutes nationalités confondues, sont venus prêter main forte. Je suis venue aider aux collectes qui vont être envoyées en Syrie pour les victimes du tremblement de terre. L'un de mes amis a pris contact avec une organisation. Il a aidé à rassembler de nombreux dons que nous avons déposés. Et maintenant, nous sommes tous ici pour aider à emballer et étiqueter les cartons qui seront ensuite embarqués sur un vol à destination de la Syrie. Le tremblement de terre catastrophique qui a rasé des milliers de bâtiments en Syrie et de l'autre côté de la frontière en Turquie est devenu l'un des tremblements de terre les plus meurtriers dans le monde depuis plus de 10 ans, faisant plus de 23 000 victimes. En Chypre, à présent, avec un taux de participation de 72%, Nikos Christodoulides, ancien chef de la diplomatie, a remporté le 2e tour des élections présidentielles avec un suffrage compris entre 50,5 et 53,5% des votes. Le vainqueur était opposé à l'ancien diplomate Andreas Mavroyiannis. À Chypre, Nikos Christodoulides remporte l'élection présidentielle.
Selon les premières estimations, il récolte entre plus de 50 et 53% des votes. Cet ancien chef de la diplomatie se présentait comme indépendant, mais il est soutenu par des partis du centre et du centre droit. La hausse des prix de l'énergie et de la nourriture préoccupe beaucoup les Chypriotes, mais le futur chef de l'État sera aussi appelé à relancer les pourparlers de paix avec la Turquie, à l'arrêt depuis 2017. Et en Iran, le régime islamiste s'est livré ce samedi à une véritable démonstration de force à l'occasion de la commémoration des 44 ans de la révolution islamique. Ce sont des dizaines de milliers de personnes qui ont défilé dans les rues de Téhéran pour apporter leur soutien au régime fragilisé par plusieurs mois de contestation suite à la crise politique suscitée par la mort de Mahsa Amini. Des portraits du guide suprême, des pancartes et des slogans hostiles à l'Occident. Dans les grandes villes iraniennes, des dizaines de milliers de partisans du régime défilent à l'occasion du 44e anniversaire de la révolution islamique. Une démonstration de force organisée par le pouvoir alors que le pays est secoué par une vague de contestation. Un mouvement qualifié de projet des ennemis de l'Iran par le président Ebrahim Raïssi et par les soutiens du régime. Ces derniers mois, ces ennemis de l'Iran ont réuni toutes leurs forces et déclenché une guerre collective, nous plongeant dans l'insécurité. À la lumière de ces événements, je suis venue avec ma famille et mes 2 jeunes enfants pour rendre hommage à la révolution. Cette année, il y a beaucoup plus de personnes réunies. Après les récentes émeutes, les gens sont venus pour montrer leur loyauté envers la révolution, leur guide et leur pays. Des discours pro-régime qui ne masquent pas la vague de colère toujours présente, près de 5 mois après la mort de Mahsa Amini. Le 16 septembre, cette Kurde iranienne de 22 ans était décédée après avoir été arrêtée par la police des mœurs, accusée d'avoir enfreint le code vestimentaire strict de la République islamique. Sa mort avait déclenché des manifestations inédites dans le pays, fortement réprimées. Des centaines de personnes ont été tuées dans ce contexte et des milliers arrêtés. À l'occasion de l'anniversaire de la Révolution, le pouvoir a annoncé la libération d'un nombre important de détenus, dont celle de la chercheuse franco-iranienne Fariba Abdelka. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a déclaré jeudi l'état de catastrophe nationale face à la crise énergétique persistante qui sévit dans le pays. Les coupures de courant récurrentes menacent de mettre à genoux l'économie de ce géant de l'Afrique australe. Plus de précisions avec nos confrères d'Africa 24. Pour la 3e fois en 3 ans, l'Afrique du Sud est en état de catastrophe nationale. Après la pandémie de Covid-19 et les inondations meurtrières d'avril 2022, le pays est confronté à une crise énergétique sans précédent. L'état de catastrophe a été déclaré par le président Cyril Ramaphosa le 9 février 2023 lors de son discours annuel sur l'état de la nation. Le chef d'État a également annoncé la nomination d'un ministre de l'électricité pour mieux répondre à cette crise. Our country has, for many months, endured a debilitating electricity shortage. Notre pays a pendant plusieurs mois enduré une pénurie d'électricité débilitante qui a causé d'immenses dommages à notre économie et aux moyens de subsistance de notre peuple. Beaucoup sont incertains et beaucoup sont sans espoir, mais de cela, j'en suis certain. Quelles que soient les difficultés du moment, quelle que soit la crise à laquelle nous sommes confrontés, nous nous lèverons pour les affronter et ensemble, nous les surmonterons. Nous pourrons le faire si nous travaillons ensemble et si nous ne laissons personne de côté. Les Sud-Africains, déjà confrontés à un taux de chômage élevé et à l'augmentation du coût de la vie depuis plusieurs mois, passent entre 6 et 10 heures par jour sans électricité. D'après le ministère sud-africain de l'énergie, les pertes entraînées par les délestages sont estimées à près d'1 milliard de rand par jour, soit environ 50 millions d'euros. Cette mesure d'urgence devrait permettre d'accélérer des projets de fourniture d'énergie et de libérer des ressources supplémentaires pour lutter contre la crise, selon le président Ramaphosa. Without a reliable supply of electricity, our efforts
Sans un approvisionnement fiable en électricité, nos efforts pour développer une économie inclusive qui crée des emplois et réduit la pauvreté ne réussiront pas. Par conséquent, alors que nous décrivons notre agenda de développement pour l'année à venir, notre principale priorité et plus grand défi est de réduire considérablement la gravité des délestages dans les mois à venir et de mettre fin au délestage de façon durable. La persistance de la crise énergétique en Afrique du Sud est attribuée au vieillissement des unités de production d'électricité, ainsi qu'à l'incapacité du principal fournisseur Eskom de satisfaire la demande nationale. La société qui fournit 90% d'électricité dans le pays accumule une dette de 400 milliards de rand. Les délestages qui touchent tous les secteurs du pays anéantissent les efforts du gouvernement pour redresser l'économie. Alors que le taux de chômage frôle les 33%, la Banque centrale sud-africaine a revu ses prévisions de croissance à la baisse à 0,3% en 2023 contre 2,5% en 2022. Ainsi donc se referme ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à la même heure. D'ici là, prenez soin de vous et surtout restez sur A12 Télévision, la chaîne d'ici et d'ailleurs.